Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bluecast, le podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Je suis Nathan et pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir un invité très spécial, Monsieur Herman Decroix. Bonjour. Bonjour. Pour vous présenter rapidement, pour ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas, vous êtes ministre d'État depuis le 3 juin 1998, parlementaire de 1968 à 2019, donc pendant 52 ans sans interruption. Vous avez été président de la Chambre des représentants entre 1999 et 2007, et alors vous êtes un des derniers ministres de l'Éducation nationale, et vous avez exercé entre 1974 et 1977. Vous êtes aussi membre du conseil communal de Brakel depuis 60 ans. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que vous avez été président du Cercle des étudiants libéraux de l'ULB et de la VUB entre 1957 et 1961, ainsi que président des étudiants libéraux nationaux entre 1959 et 1961, avant qu'en 1964, Willem Drebbes sépare les étudiants entre les francophones et les néerlandophones. Peut-être que vous avez un commentaire à faire sur une de ces fonctions. Je vous l'avais pas dit, une chose qui va étonner beaucoup qui nous écoutent. Je suis un primus d'un collège jésuite qui s'appelle Saint-Stanislas à Mons. Il y a un président de parti qui doit s'en souvenir, 50 ans plus tard, et du collège jésuite où j'ai été premier de classe en Wallonie pour un petit flamand qui venait d'un petit village des Ardennes flamandes. Je suis passé à l'ULB par volonté, parce que je voulais une université cosmopolite, variée. C'est là que j'ai vu mon premier Africain. Depuis lors, j'étais 37 fois, je crois, au Congo. Et j'ai vu le monde d'une autre manière. Comme vous l'avez dit, vous avez été à l'ULB et vous avez été très militant. Et alors, j'ai une question à vous poser, c'est à quoi ressemblait le militantisme étudiant à votre époque et en quoi est-ce qu'il diffère avec le militantisme actuel ? L'actuel, je ne connais pas très bien. L'ancien, je connais bien. Je me souviens que je suis arrivé aux étudiants libéraux à leur assemblée générale. Je crois que j'étais à l'université en 56. Ça a dû être quelque part en octobre, en novembre de la même année ou l'année d'après. Et il y avait une assemblée générale et on demandait des candidatures à la présidence. Et j'ai levé le doigt. Et ça a dû surprendre tout le monde. Moi, j'étais pas un candidat prévu ni prévisible. Vous allez me voir, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Herman Decroix. Et tu veux pas être rédacteur de notre journal ? Je dis non, je suis candidat président. Et je vais dire pourquoi. Et ça a un peu surpris l'arrangement futur. Oui. Ce qu'ils avaient prévu, mes petits copains à moi et les autres. Et on a fait des élections et on m'a élu président des étudiants libéraux en 56, je suppose, ou en 57. Je ne sais plus, de l'âge, je suis devenu président national des étudiants, etc. Et j'ai beaucoup soigné le journal de l'époque des libéraux, la peine bleue de l'ULBiste avec les petites étoiles. Et j'ai vécu un temps extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait pendant votre mandat et pendant votre militantisme étudiant qui vous marque encore aujourd'hui ? À un moment donné, nous avons connu, mais c'est très vieux pour vous et pour beaucoup déjà, l'histoire de la loi unique avec une grève générale qui s'est tenue dans les universités en 60-61. Et nous avions quand même plusieurs centaines de membres comme étudiants. Nous étions une grande force. Et nous avons occupé des locaux à l'ULB. Et nous avions demandé au recteur de l'époque de nous recevoir. Et le recteur nous a dit, venez me voir dans mon bureau. Et j'ai dit à monsieur le recteur, mais tous. Et nous sommes allés à 270, 280 dans le bureau du recteur de l'ULB, qui était trop petit pour cela. C'était dans l'ancien bâtiment côté de pseudo-gothique de l'ancienne façade de l'ULB. Nous étions un petit peu les patrons d'organisation. Nous avons également capté la direction du livre-examen. Le livre-examen se réunissait à l'Assemblée générale à la Cité et les petits cocos des livre-examen, petits copains, veillaient à prolonger cela le plus tard possible, de manière à ce que tout le monde soit passé à la maison, sauf ceux qui habitaient à la Cité et qui venaient voter. Nous sommes restés jusqu'au bout et nous avons pris la majorité du Librex. Et on a eu d'ailleurs d'étonnants orateurs, Soustel, un type de droite de la guerre d'Algérie, mais aussi Lumumba. J'ai introduit Lumumba comme orateur au Cercle des Libres-Examens en 58, je suppose, à cette époque-là. C'était une période extraordinaire. Et en même temps, je m'excuse de dire cela, j'étais un bon étudiant. Je n'ai fait que des grands disques. Et j'étais, pour ceux qui sont un peu plus âgés que vous tous ensemble, j'étais le successeur de Perrin, qui est assistant de Galzoff en der Welsch au droit public. Et Perrin a été nommé professeur à Liège, et moi assistant chez Galzoff.
Puis je suis devenu professeur de droit anglais parce que j'avais été aux États-Unis pour suivre mes études à la VUB. Et je suis resté part-time jusqu'à l'âge de 70 ou 75 ans à peu près à la VUB. Oui, donc vous connaissez très bien les universités libres de Bruxelles, quoi. Ah, j'ai eu beaucoup de bonheur parce que il y avait l'esprit, je dirais, libéral et contestataire, mais surtout de libre examen. Quand on sort d'un collège jésuite et lorsqu'on est un des meilleurs élèves de chez eux, on est marqué par la discipline, par la sélection, par la compétition. En 6e latine, nous étions une quarantaine et on la même année a terminé avec 6 en réto. Et je me souviens de la 3e latine jusqu'à la 2e latine, c'était la syntaxe par rapport à la poésie. Nous étions 28 en avant-dernière année d'humanité et nous sommes passés à 14 dans l'année d'après. Maintenant, il y aura un conseil d'État pour faire un procès. Mais à cette époque-là, j'étais marqué par un certain élitarisme de compétition que les pères jésuites cultivaient, mais je n'étais pas très catholique, quoique baptisé d'une famille de catholiques tièdes, si je puis dire. C'était une libération extraordinaire à l'ULB. Mon premier ami juif, mon premier ami américain, mon premier ami congolais, c'est à l'ULB que je le dois. Vous l'avez dit à l'époque, c'était surtout les étudiants libéraux qui étaient très contestataires par rapport à l'université. Aujourd'hui, à l'ULB et un peu partout dans les universités, c'est très fort la gauche et surtout la FEF et le COMAC. Qu'est-ce que vous pensez de cette surreprésentation de la gauche aujourd'hui dans les débats sur l'enseignement supérieur ? Il y a toujours de la contestation. Si un étudiant n'est pas contestataire, s'il n'est pas révolutionnaire à 18 ans, quoiqu'il devienne bourgeois à 80, mais s'il n'est pas révolutionnaire à 18 ans, il n'existe pas pour moi, politiquement parlant. Mais nous étions quand même très libre-exaministes, c'est-à-dire tolérants devant tout le monde, à condition que les tolérants restent tolérants. La tolérance n'est pas une invitation à être occupé par d'autrui. La tolérance consiste à être tolérant avec les autres, mais les autres tolérants avec vous. Je crois qu'on peut contester la société, sinon je n'aurais pas été en politique durant 60 ans, si j'étais quelqu'un qui disait oui à tout le monde. Mais je crois que chez les libéraux, il y a une sorte de contestation structurelle. Pas opportuniste, pas au vent et marée d'un moment donné, qu'on soit vert, qu'on soit rouge profond, peu importe, mais se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de moi? Pourquoi est-ce que je suis là? Et est-ce que j'ai le droit de faire changer les choses? Et comment dirais-je, se mettre soi-même d'abord en question, et puis en question les structures. Et en même temps, savoir qu'on ne peut faire avancer qu'une barque s'il y a des rames. Et on ne peut avancer une barque avec des rames s'il y a des rameurs. Et par conséquent, il y a discipline aussi dans l'organisation d'une société. On ne sait pas aller à l'aventure complète, mais il faut la poudre, disons, qui fasse partir les balles. C'est vrai que vous parliez plutôt du fait qu'il faut aussi respecter les avis des autres et c'est quelque chose qui est fort chez les libéraux par la défense de la liberté individuelle. Aujourd'hui, dans les universités, enfin sur les campus plutôt, on voit bien que si on n'est pas d'accord avec la gauche et avec les valeurs qu'ils défendent, on est très vite vu comme des fachos. Et je pense que c'est un peu néfaste aussi dans le débat public de directement catégoriser. Vous avez raison. La liberté de quelqu'un, à mes yeux, se limite à la liberté du voisin. C'est-à-dire, la définition de la liberté, c'est pas vous-même faire ce que vous voulez, c'est aussi laisser à quelqu'un d'autre de faire dans la compréhension acceptable ce qu'il veut. Et il n'y a rien de plus mortel pour l'esprit critique que d'être soumis à un dogme. L'ULB le proclame très haut, que ce soit un dogme des églises ou un dogme d'extrémistes. Tout ce qui est dogmatique est à rejeter. Et je crois que se meurt voyant du rêve, la chanson des ULB le montre très fort. Rome tromble et chancelle, vous vous souvenez des paroles. C'est la liberté de quelqu'un se mesure à la liberté de son voisin ou de son prochain. Et essayer de prôner à l'enterrement de la liberté de quelqu'un son droit de gouverner, c'est du fascisme. Oui. Et alors j'ai une question qui est directement liée à ça. Depuis tantôt, on parle du libéralisme. Et alors j'aimerais bien vous demander comment définiriez-vous
Vous, le libéralisme aujourd'hui, surtout dans un contexte où la signification peut varier d'un pays à l'autre. Par exemple, les libéraux aux États-Unis sont beaucoup plus à gauche que les libéraux ici en Belgique. Donc, quelle est votre définition? Vous savez, la liberté consiste pas seulement à pouvoir dire ce qu'on veut et penser comme on veut et être libre de s'exprimer ou de faire ce qu'on veut. On vit avec autrui. Et la vraie liberté consiste à ce que les gens aient ici un minimum de pouvoir économique, de pouvoir de vivre. La liberté ne consiste pas à écraser quelqu'un. La liberté consiste surtout à émanciper les gens, à les affranchir de tous les dogmes, qu'ils soient économiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient philosophiques. Et il y a des libertés que lorsqu'il y a aussi un minimum de bien-être social. Je suis un libéral social, un libéral progressiste, et je ne crois pas qu'il y ait de la liberté sans une certaine liberté économique, sans une certaine disponibilité dans une société. Mais écraser cette liberté au nom d'un dogme, au nom d'un principe, ça c'est fasciste. Et je crois qu'un libéral ne peut jamais dompter la liberté d'autrui s'il veut être, comment dirais-je, servi par sa propre liberté à lui. Ma liberté se reflète dans le miroir de la liberté d'autrui. Vous parliez donc aussi un peu de structure. Alors, par exemple, quelle est la juste place pour vous de l'État dans une économie libérale? L'État est un peu, l'image me vient maintenant, ce que est un maître nageur dans une piscine communale. Il doit être compétent, il doit être attentif, il est là pour secourir ceux ou celles qui par hasard s'égarent ou sont en danger. Il n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent nager, comment ils doivent s'habiller. Il est là pour sauver des cas d'extrême. Il est là comme assurance civilisationnelle, assurance d'émancipation, assurance de liberté, donc écrasement du dogme quel qu'il soit. Vous disiez plutôt que vous étiez un libéral social. Comment les gouvernements peuvent-ils appliquer les principes libéraux tout en répondant aux besoins de protection sociale? Si vous voulez qu'il y ait de la prospérité, si vous voulez que l'individu puisse se servir de sa liberté, il doit ou elle doit en avoir les moyens. Pour avoir les moyens, il faut de la prospérité. Donc il faut la développer par l'économie, par le marché libre, mais il faut aussi la partager correctement. Si des retraités peuvent à juste titre profiter de leur retraite, c'est parce qu'il y a des actifs qui contribuent à cette retraite. Je suis aussi opposé à une dictature du Vatican qu'à une dictature du grand capital. J'ai toujours dit qu'un vrai libéral est contre quelques grands B. Big Union, Big Church, Big Capital. Je suis adversaire des grandes églises, des grands syndicats et du grand capital. Et alors, vous êtes donc opposé à la dictature du grand capital. Que pensez-vous, par exemple, de l'évolution de la Chine actuellement et de la dictature du capital qu'ils essayent d'imposer ici en Europe? Et d'ailleurs, la semaine dernière, l'Union européenne a imposé des tarifs sur l'importation de véhicules électriques. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette... Mais vous êtes très, très pragmatique. Hein? J'ai été plusieurs fois en Chine dans ma vie. La Chine est une dictature mentale, pire que cela, une dictature policière. Les images d'identification d'1,2 milliard de Chinois existent presque individu par individu. Il n'y a pas de liberté en tant que telle pour l'individu chinois. Il est l'engrenage d'une machine compliquée, dirigée par Dieu sait par qui. Finalement, il est un peu la fourmi dans une fourmilière. C'est la reine des fourmis qui gouvernent. Donc la Chine n'est pas l'exemple du tout du libéralisme, n'est pas l'exemple du tout de société dans laquelle je voudrais vivre. Quand on dit ça aux Chinois, ils vous disent, oui, mais il y a 50 ans, 100 ans, les gens mouraient de faim, maintenant ils ne meurent plus de faim, donc c'est une liberté qu'on leur a accordée. Mais à ce prix-là, on ne vend pas son âme. Donc la Chine est dangereuse dans ses structures. Et pays puissant, plus d'1 milliard, 200 ou 300 millions d'habitants, à mon avis, ça ne tiendra pas la route. Il n'est pas possible de gouverner, comment dirais-je, par planification jusqu'au niveau le plus individuel des membres de la société, une société comme la Chine. Nous sommes peut-être laissés tenter par le commerce, par le fait qu'à meilleur marché, on pouvait trouver des produits qui coûtaient cher d'être fabriqués chez nous. Nous sommes un peu dégarnis de notre défense militaire, de nos
contribution à la protection de nos libertés. Il y a, au Moyen-Âge, il y avait des murs autour des villes pour protéger les villes. C'était pas pour cela qu'on adorait les murs, mais ils étaient nécessaires pour se protéger. La liberté a besoin de protection, mais sa plus grande protection, c'est le partage maximal par individu de la même liberté. Donc vous pensez que en imposant des tarifs sur l'importation, par exemple ici de véhicules électriques dans l'Union européenne provenant de Chine, on protège nos libertés? Il faut voir à quelles conditions on fabrique quoi que ce soit. Si moi je produis un produit que la collectivité paye pour la moitié par aide d'État, par soutien, par décomposition de charges à mon égard, je ne suis pas un concurrent correct. Si je fais une course à pied avec un adversaire qui a un lacet qui lui bloque le pied, je ne suis pas un coureur correct par rapport à l'adversaire que je pourrais battre facilement. Il faut que les conditions soient comparables. Si vous devez produire dans un pays comme le nôtre à des conditions, et je le supporte, je le défends, écologiques difficiles, climatiques importantes, qui freinent ou qui augmentent le coût de la production, et vous avez un concurrent qui fait fi de tout cela, vous n'êtes pas à égalité. Je ne peux pas faire une course à pied avec deux chevilles liées ensemble. C'est un sujet à une autre époque, mais que vous maîtrisez quand même, comme vous avez été ministre du Commerce extérieur. Est-ce que vous pensez que plus loin que la Chine, et donc plus largement les BRICS, est-ce que vous pensez que c'est utile qu'aujourd'hui l'Union européenne continue à avoir des accords économiques avec les pays membres ? Ah oui, nous avons commencé finalement, c'est le Benelux, avec la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas qui ont commencé à faire un petit marché commun qu'on a finalement pris comme miroir pour l'Union européenne, je simplifie à l'extrême. Si vous faites la concurrence correcte, c'est-à-dire sans avantage que les autres ne peuvent pas avoir, si vous tenez compte des obligations climatiques qui sont les nécessaires pour notre société à longue échéance, vous avez un concurrent valable. Si à côté de cela, vous avez un autre concurrent qui fait fi de cela, ou qui fait payer par autrui, non pas par le consommateur ou par l'acheteur du produit, toutes ces charges supplémentaires, c'est de nouveau courir les chevilles liées, et vous ne pouvez le battre en rien sur la qualité. En pire que cela, vous n'excellez pas à l'excellence, vous ne faites pas porter l'amélioration, le progrès, la performance qui est dans chaque individu. Vous ne le faites pas favoriser. Vous la favorisez par tuant la concurrence, par protégeant. Vous savez, en Russie, qui fabriquait des tracteurs communautaires ou des tracteurs par société d'État, on en faisait de trop, parce qu'il s'agissait de produire autant de tracteurs par an pour dire que les usines marchaient bien. On se fichait royalement, si je puis dire, du fait que le tracteur roulait ou ne roulait pas. Donc vous vous tuez, vous vous auto-tuez, vous vous suicidez dans un système étatique, dans un système de pesanteur, dans un système d'absence de liberté, et vous ne favorisez aucune éclosion nouvelle. Il n'y a pas place pour la performance, il n'y a pas place pour l'indépendance économique, pour l'indépendance sociale. Vous écrasez en multipliant les similitudes, les égalitarismes qui, à mon avis, sont contraires à la performance et au progrès. Vous pensez que l'Europe devrait diminuer ses échanges de produits, de commerce avec les BRICS? Vous savez, moi j'étais, vous l'avez dit, au commerce extérieur, et il oublie que notre pays vit pour 70% du commerce d'autrui. Vous-même, moi-même, ma retraite de député ou les honoraires que je reçois quand je suis encore dans mes affaires d'avocat viennent pour 70% de l'étranger. Non pas comme certaines personnes subsidiées par certains gouvernements étrangers, mais parce que nous vendons notre PNB, notre produit national brut, se crée à l'étranger parce que nous sommes plus compétitifs. Nous avons des meilleurs produits, des meilleurs services. Nous avons en Belgique, on oublie cela, 75 000 diplomates étrangers qui consomment chez nous. Nous avons près de 30 000 lobbyistes. Nous sommes la grande place de l'Europe avec l'Union européenne, avec l'OTAN, avec la performance que nous avons. Nous battons souvent les autres et nous les attirons chez nous. C'est ça la compétitivité, à condition que les conditions soient les mêmes. Je suis cavalier, vous le savez, et je vais chaque année au Grand Prix de Steeplechase, la fameuse course à Waregem, la plus grande de Belgique. Je n'ai jamais vu un cheval de labour courir au Steeplechase de Waregem. Or, le cheval de labour va sortir dans les forêts ardennaises des fûts de chêne que le pur sang ne pourrait jamais faire. Chacun a ses talents, ses capacités. L'égalitarisme les tue.
Par conséquent, il faut garder la compétition, mais aussi ceux qui ne savent pas suivre la protection. Et je crois que le capitalisme n'a de sens que s'il fait du progrès social, de la protection sociale, qui est due au progrès économique et à la compétition qui gère et génère ce progrès économique. C'est pour ça que je crois que tous les régimes pseudo-communistes sont voués à l'échec à courte ou longue échéance. Et alors sur un sujet un peu différent, pour l'instant on est donc avec un gouvernement, j'ai envie de dire, faisant fonction, un gouvernement qui ne gère que les affaires courantes. Est-ce que vous pensez que au niveau international, ça met la Belgique comme un partenaire durable pour tout ce qui est commerce? Oh, vous savez, je crois que le commerce n'est pas fait par l'État, fort heureusement. Il faut que le commerce soit favorisé par l'État à des conditions comparables de compétition et ne pas fausser la compétition. Si vous mettez 1000 euros de sueur non rémunérée dans une voiture chinoise, elle sera 1000 euros moins chère que sa concurrente belge ou allemande. Moi, j'ai l'impression que sans la liberté, qui est en même temps mère de protection, il n'y a pas de progrès. Et tous les régimes ont bien prouvé cela, ou bien ils sont militaristes, comme l'Empire romain, qui durant presque 1000 ans a dominé le monde à cause de ses milices, à cause de son armée professionnelle, ou comme la Chine peut-être, qui a pas à cause de ses armées, ou la Russie qui essaye, mais malheureusement il n'y a pas de consensus en Russie pour défendre l'expansionnisme russe, ou l'Allemagne hitlérienne. Il y a des passages où l'absence de liberté semble favoriser un progrès et un essor, mais ça ne dure pas très longtemps. On l'a vu, la Révolution française a fait sauter l'ancien régime et a été l'enfant du siècle des Lumières. Le libéralisme social et économique est mère et père de progrès chez nous. Tous les autres régimes finissent par enlever la liberté et finalement enlever la prospérité. On a parlé donc juste avant donc un peu aussi du gouvernement qui est en affaires courantes. Espérons qu'on ne se dirige pas vers une crise gouvernementale comme on a eu en 2014 ou en 2019 et 2020. Est-ce que... Excusez-moi un instant. Oui. Pensez à tout à fait autre chose. Quand je racontais de mes nombreux voyages à l'étranger et pas mal d'amis que je connais dans les gouvernements de nos voisins et même lointains, que nous avions à peu près 1 an et demi sans gouvernement. Et ils m'ont dit, votre pays marche toujours. Les gens peuvent encore sortir. Les gens gagnent encore leur vie. Je dis, oui, il n'y a rien de changé. Et alors, ils se mettent à réfléchir qu'une nation comme la Belgique, qui a des structures de telle susceptibilité de durée, de telle durabilité, qu'il peut, entre guillemets, se passer durant 1 an et demi de gouvernement officiel, actif, responsable. C'est pas une chose à choisir. Mais voyez le côté positif. Trouvez-moi un pays sur la terre, démocratie, libérale, liberté de presse, d'idées, de circulation, prospérité, elle est énorme chez nous. Et protection de cette prospérité, où on peut, cyniquement parlant, se passer durant 1 an et demi de gouvernement. Il y en a peu qui peuvent se permettre cela. On sait encore se le permettre. C'est pas à conseiller, à continuer, parce qu'il y a des décisions qui démocratiquement doivent être prises selon les procédures que nous avons décidées dans nos libertés. Mais c'est à la fois un avertissement, mais aussi de manière étonnante et peut-être un peu contradictoire, un gage de solidité des structures de notre pays. Pour vous, même aujourd'hui avec tout le communautarisme qui ne fait qu'augmenter en Belgique, la Belgique reste gouvernable? Oui, mais elle est comme elle a toujours été. Nous sommes un pays de villes et de communes. Nous avons toujours résisté à un envahisseur. Nous sommes des fraudeurs de taxes parce que l'État, c'est un peu l'ennemi pour certains. C'est un peu le seigneur d'antan qui puisait sur les manants. Il y a quelque chose de révolutionnaire perpétuel dans la Belgique. C'est un râleur, c'est un défenseur de ses communautés, pas seulement linguistique et communautaire, vous savez, ça c'est un hold-up. L'autonomie dans ce pays était celle des communes et des villes. Et on l'a maintenant élargi comme un élastique, et on a fait ça sur une région francophone, une région flamandophone. Ça n'a pas de sens. L'autonomie véritable n'est pas là, c'est une pseudo-autonomie disant ce qu'on fait nous-mêmes, on le fait mieux, et en général, ce qu'on fait nous-mêmes, on ne le fait pas. Donc il y a une leçon à garder. Cet esprit de révolte organisée, cette résistance au pouvoir non démocratique que nous avons connu durant le Moyen-Âge dans nos villes rebelles, il faut le garder dans notre pays également et pas se faire écraser par Big Brother, toujours la grande église, le grand syndicat, la grande banque, le grand capital. Ça, c'est le libéralisme.
Et alors, un peu de l'esprit révolutionnaire. Par exemple, aujourd'hui, on voit un essor du séparatisme flamand, entre autres avec le Vlaams Belang et la NVA qui ne s'est jamais caché de vouloir diviser l'État. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça peut être une réalité, un État belge qui se divise? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Dans la face du monde, vous savez, Pékin, c'est la moitié de la Belgique. La Belgique, on peut la mettre 8 fois dans l'État du Texas. Nous avons une population belge qui est à peu près la moitié de la population congolaise à Kinshasa. On a 11 millions d'habitants en Belgique, il y a 22 millions d'habitants à Kinshasa. Une seule ville. Il faut prendre des proportions. Et quand je vois la prospérité, la sécurité, la santé gratuite de grande qualité que nous avons, l'enseignement gratuit de grande qualité que nous avons, il n'y a rien de plus émancipateur que cela. J'ai été au commerce extérieur vendre tous les services et tous les produits que la Belgique pouvait produire. Il y a une chose que je n'ai jamais réussi à vendre. Une chose, nos disputes. Personne ne les a achetées, personne ne les a demandées, personne ne les a voulues. Je n'ai plus que 2 questions. Ma question porte de nouveau sur votre passé d'étudiant. C'est comment on fait pour passer de président des étudiants libéraux à, ici, ministre d'État, parlementaire pendant 52 ans. Qu'est-ce qui, pendant votre jeunesse, a été le déclic peut-être à cet investissement de toute une vie? À mon avis, il faut être généreux de son temps. Moi, je travaille encore maintenant 365 jours par an et tous les 4 ans, 366. Il faut savoir donner. Il faut pouvoir donner, il faut avoir la santé mentale, la santé physique, il faut être à l'abri d'accidents. Je fais des chutes de cheval, des maladies, tout le monde a ses faiblesses, mais ce qui, à mon avis, m'a toujours soutenu, la fidélité, la non-tromperie et l'émancipation. Et se battre d'abord au service des plus faibles, qu'ils soient mentalement, physiquement, sociologiquement, socialement handicapés, d'abord les faibles. Ceux qui ont de la chance d'avoir une bonne santé, une bonne intelligence, un bon métier, un bon avenir, doivent surtout penser à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et ce type de société-là n'est pas égoïste. Ce type de société est émancipatorienne, si je puis dire. Elle est celle qui crée le bonheur sur cette terre. Et la dispute linguistique. Vous savez, moi, j'habite un village à Prague, dont Alexandre est maintenant le majorité absolu bourgmestre depuis assez longtemps. Mais maintenant, il va enfin être libéré, me dit-il, de son fonction de ministre, Premier ministre. Si ceux qui les pêcheurs de bonnes nouvelles, qui allaient faire la prospérité du pays en 3 semaines, un gouvernement tout de suite avec des Manitou comme de vivre, on voit très bien que ça ne prend pas, cette sauce ne prend pas. J'habite à côté de la Wallonie. Flobecq, toute la région des collines, près des Ardennes flamandes, quel beau nom. Eh bien, il y a jamais de manifestation linguistique. Les gens, la séparation artificielle qu'on crée de temps en temps, les vacances des uns plus courtes ou plus longues, les vacances des autres, un système social qui serait un peu différent. Non, nous sommes une petite pointe d'épingle dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui. Nous sommes, vous savez, l'Europe, si je me souviens bien, c'est à peu près 4% du monde. Et nous sommes, je crois, 3% de l'Europe. Donc maintenant, je vais le répéter très lentement. La Belgique entière, flamand, wallon, allemanophone, ensemble, nous sommes 3% de 4%. Réfléchissez bien, c'est pas beaucoup dans le monde entier. Si nous avons cette prospérité, cette liberté, ces soins de santé, vous savez, cyniquement, je vais vous dire une chose. Lorsque vous dites à quelqu'un à Kinshasa, au Congo, je vais souvent, quel est le meilleur médicament contre une maladie chez vous? Je réponds cyniquement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un ticket d'avion pour Bruxelles. Comme quoi, si on peut relativiser les choses et se rendre compte que la Belgique, finalement, c'est pas grand-chose, même si certains hommes politiques ont de grosses ambitions. Non, c'est grand-chose. Vous savez, il y a des choses que nous ignorons, que nous ne voulons pas dire. Je prends Moscou, Washington, Paris, Londres, toutes ces grandes villes mondiales ont moins d'ambassades que Bruxelles. Nous avons 182 ambassades à Bruxelles. Nous avons 75 000 diplomates en Belgique. Davantage qu'à Paris, davantage qu'à Washington, davantage qu'à Berlin ou à Londres. Nous sommes un carrefour, nous sommes la grande place de l'Europe. Nous oublions cela. La prospérité que nous obtenons par ce mélange, ces courts-circuits, elle est due à quoi? Parce que nous avions une frontière dite linguistique. Nous étions à moitié romains et à moitié germains.
à moitié francophones, à moitié néerlandophones. On a réussi ce ménage ensemble qui continue à se faire. Et nous avons cette disponibilité talentueuse de plusieurs langues, de plusieurs cultures, même de plusieurs religions. Cet avantage structurel que ce petit point, cette pointe d'épingle dans le monde qu'est la Belgique est une prospérité extraordinaire, en liberté, en solidarité, en soin, en prospérité de tous. Vous savez, aux États-Unis, j'ai fait des grandes universités, celles de Chicago. Vous payez à peu près en francs belges, en euros belges, vous coûtez à peu près 100 000 euros par an pour cette université-là. Et vous la faites pour rien, parce que l'État chez nous paye à votre place. Eh bien, essayons quand même de fructifier, de faire garder ce système. Enseignement, prospérité, liberté, ce sont des gages de développement. Et finalement, sur Terre, car il n'y a que sur Terre, il n'y a rien d'autre après, c'est aussi un gage de bonheur. Merci beaucoup d'avoir accepté donc notre invitation pour ce podcast. Ça a été un grand plaisir de vous avoir pour cet épisode, le 3e épisode du Bluecast. Et donc à tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à liker ce podcast et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et Monsieur Herman Decroix, au revoir. Bonne chance. Merci.